Bonjour. Alors donc je prends le relais pour la suite donc du rendu de ces prospectives avec une session qui va être dédiée aux défis méthodologiques et aux outils. Donc nous avons une première intervention sur l'observation à distance, verrou et enjeu. C'était le jeu un petit peu de ces ateliers. Donc avec Thomas Ouette du LETG et Laurent Longueverne de Géosciences qui vont nous restituer ce qui s'est passé au cours de cet atelier. Et Yann, je ne sais pas s'il est à distance, mais voilà, qui a participé aussi activement à l'élaboration de cet atelier. Merci à vous. Oui, j'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui en tout cas. En fait, je pense que c'est quelque chose. L'atelier, je pense, arrive à un bon moment parce qu'on a parlé pas mal d'enjeux vis-à-vis de la donnée, des paradoxes qu'il peut y avoir autour de cette donnée. Et la rétro-observation, en fait, elle commence aussi dès maintenant. C'est-à-dire que si on n'observe pas dès maintenant, on ne pourra pas calibrer nos modèles, garder notre patrimoine avant que ça disparaisse, etc. D'où l'intérêt de l'observation à distance. On a animé cet atelier à 3 parce qu'on est plutôt représentatif de 3 modes de captation de données différents et complémentaires qui sont utilisés dans le domaine de l'écologie et l'environnement. On a travaillé cet atelier de façon séparée, c'est-à-dire qu'on a fait des sous-ateliers pour chacun des thèmes, de façon à pouvoir identifier les enjeux et les verrous de chacun des thèmes et de voir après, lors de la synthèse, quels sont les croisements possibles et les perspectives qu'on pouvait imaginer. Donc c'est dommage que Yann ne peut pas être là, mais bon, c'est pour ça qu'on va parler tout de suite à deux voix pendant la présentation. À ce niveau-là. Alors on va essayer de définir très succinctement ce qu'on entend par biologuing, télédétection et instrumentation in situ, qui sont les 3 principaux modes de captation, sachant qu'on a fait des choix aussi, de ne pas forcément aller trop loin dans les domaines de captation qu'ils couvrent chacun. Ce qu'on entend par biologuing, c'est tout ce qui est capteur embarqué sur des vecteurs humains, donc illustré par... vivant. Quoique ça marche aussi. Ça marche aussi. Dans le sport, par exemple, il y en a. Voilà. C'est illustré ici à travers un goéland qui est équipé, vous voyez, d'un petit capteur. Ça peut être fait à travers la télédétection, donc l'acquisition de données à distance, vue du ciel. Alors ça peut être aussi vue du ciel, mais vue aussi dans la mer, au-dessus de la mer. À distance sur des exoplanètes. Donc les drones sur Mars existent aussi. Donc vous voyez, les drones, ça couvre un vaste domaine avec tous les capteurs embarqués sur des vecteurs technologiques, donc rovers, satellites, etc. Et on a fait le choix de ne pas prendre en compte ici tout ce qui est satellitaire ou nanosat, dans le sens où on s'est focalisé sur ce sur quoi les chercheurs avaient la main mise, entre guillemets, ou pouvaient agir, parce que le reste, ça ne dépend pas forcément de nous. Mais sur ces données spatiales, en fait, je ne sais pas s'il y a beaucoup... Sur les données spatiales, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans la définition des missions satellites. En tout cas, on a considéré que c'était plutôt un atelier du côté des données. Et puis ensuite, il y a le 3e système d'observation qui est l'instrumentation in situ. Alors là, on pense plutôt à des systèmes de réseaux de capteurs, des capteurs qui peuvent être très hétérogènes sur des variables généralement abiotiques, et puis qui peuvent être très locales comme sur la photo, ou alors sur des domaines beaucoup plus larges. Il y a des systèmes d'observation à l'échelle du pays en entier, en fait. On n'a pas traité des questions des sciences participatives non plus, en fait. On a traité le volet éventuellement capteur pour les sciences participatives, capteur bas coût, mais pas des sciences participatives. Mais ça aurait été des questions intéressantes. D'une manière générale, donc on parle de l'observation à distance comme une extension de nos sens, en fait, puisque les systèmes technologiques nous permettent d'avoir des points de vue différents, d'être à des endroits où on n'est pas d'habitude, de prendre du recul, peut-être d'aller vers un don d'ubiquité, en fait, d'être là au bon moment, etc. Et donc, évidemment, on a une approche très technique dans l'atelier, mais c'est des questions qui sont toujours ancrées sur des territoires, sur des questions scientifiques. Donc on a un exemple ici sur du continuum terre-mer, hein, mais voilà. Donc c'est très ancré. Et puis c'est très lié aux observatoires, évidemment, des systèmes d'observation, RZA, OSCAR et d'autres systèmes. Ça peut être, on le voit là-dessus, de l'observation long terme, mais ça peut être aussi de l'expérimentation. Donc voilà, il y a plusieurs manières de mettre en œuvre des outils. Et puis, voilà, en tout cas, tous ces outils sont complémentaires, on le verra plus tard après. Et la matière d'articuler ces 3 types d'observation est quand même
permet de répondre à des questions qui sont vraiment très intéressantes. Alors sur les verrous, concernant le biologuing, on va essayer d'être représentatif de ce qui a été évoqué dans ce sous-atelier. Les verrous, c'est la miniaturisation des capteurs de façon à ne pas gêner forcément non plus les animaux, de pouvoir récupérer ces données parce que les animaux ensuite évoluent ou ne repassent pas forcément par le même chemin, donc c'est compliqué à récupérer. L'homogénéité des mesures selon les espèces, c'est-à-dire que quand on équipe des phoques ou des pingouins, ils ne vont pas forcément aller à la même profondeur, dans les mêmes milieux ou des choses comme ça. Donc, dans quelle mesure ces données sont comparables derrière? Donc, la représentativité des données en termes d'échelle spatiale, donc je viens de l'évoquer. Le développement des capteurs, donc là, on est vraiment sur une frange où il y a peu de R&D qui est réalisé. Et donc, du coup, il y a vraiment un travail de fond à faire et d'interdisciplinarité en tout ça à ce niveau-là. Et puis, il faut aussi avoir, avoir une démarche un peu éthique parce que très vite, on peut être perçu comme des dérangeurs du mode de vie des animaux. Et donc, du coup, il faut toujours avoir aussi une grosse démarche de communication en amont pour pouvoir éviter ce biologueur bashing tel qu'il a été nommé. Sur la télédétection, c'est la compatibilité, la complétude des données entre le satellitaire et les drones. Typiquement, certains satellites ne vont pas avoir les mêmes bandes spectrales que les capteurs drones. Donc, du coup, on ne va pas comparer les mêmes valeurs et les mêmes choses. La réglementation, elle est assez contraignante. Alors, elle est très bien cadrée pour tout ce qui est drone aérien. Et elle est assez contraignante parce qu'on ne va pas pouvoir évoluer au-dessus de 120 mètres d'altitude. Et donc, si jamais on veut des profils verticaux de température, il faut demander des dérogations spécifiques. Ça peut être compliqué. À l'inverse, la réglementation est inexistante pour tout le domaine marin. Donc, en fait, on navigue un peu à vue, si j'ose dire. L'idée, c'est aussi de tendre vers plus de variables fonctionnelles, plus proches de valeurs qui ont un intérêt, alors ce qu'on appelle les variables essentielles de la biodiversité. En gros, quelle valeur signifie quelque chose pour des écologues ou des gestionnaires, et pas seulement une valeur physique dans un pixel. Ou dépasser l'occupation du sol et aller vers des indicateurs qui ont du sens sur la productivité ou ce genre de choses. Alors, il faut quand même noter que le CNRS, c'est la plus grosse entreprise, si j'ose dire, de drones en France. Il y a 134 télépilotes. Et finalement, il y a un assez faible partage d'expérience qui fait que pour l'instant, les forces sont très dispersées, alors qu'on est quand même assez représentatif de ce qui peut se faire. Alors, c'est peut-être lié aussi à une sorte de mode, hein. Et on est finalement assez dépendant de l'offre commerciale et il est temps que les chercheurs s'emparent de cette question en termes d'application de façon à être plus productifs en termes de R&D, de façon à ne pas être dépendant des capteurs qu'on nous met à disposition, mais plutôt qu'on soit à l'initiative de la définition des capteurs qui ont du sens scientifiquement. Pour les questions d'instrumentation in situ, il y a des questions de comment on mesure. Alors évidemment, c'est assez un lien, on mesure pour répondre à certaines questions, donc qui sont à définir en amont, et donc on définit une stratégie de mesure. Les systèmes d'instrumentation in situ sont également là pour faciliter le travail, limiter les tâches répétitives qui demandent beaucoup de RH. Donc c'est vraiment un soutien fort. Mais ça nécessite de bien définir en amont une stratégie d'observation. Et il y a également des questions de sobriété énergétique, sobriété numérique, qui sont importantes à prendre en compte et qui sont des choses en développement dans les systèmes d'observation, mais c'est pour être cohérent dans la démarche, en fait, c'est aussi des questions qu'il faut qu'on se pose. Il y a des verrous sur les données, évidemment, des masses importantes de données, mais avant la masse de données, en fait, il faut savoir quelle est l'information pertinente. On a des capteurs qui mesurent beaucoup de choses, des choses très différentes, hein, mais finalement, quelle est l'information dont on a réellement besoin? Et ça peut être défini, on n'a pas besoin d'avoir des gigaoctets de données, ça peut être simplement une information beaucoup plus simple, beaucoup plus synthétique, qui est importante. On sort un peu du système où on enregistre toutes les données, peut-être, pour aller vers une donnée qui est vraiment pertinente et qui sert les questions et qui permettent de remplir des services. Voilà. Alors, c'est un sujet qui mène à controverse, hein, bien sûr, sur les questions de données. Il y a les questions de contrôle à distance, donc là, c'est également la stratégie d'observation. Mais il y a finalement aussi la question de comment est-ce qu'on peut se reconnecter à son site d'étude via les capteurs, en fait. Donc, cette espèce d'immersion où finalement, on y est sans y être.
Et puis, il y a des verrous qui sont là plus techniques et très techniques sur la qualification des capteurs. Donc, est-ce qu'on peut aller, enfin, on a vu les enjeux de résolution spatiale, etc., résolution temporelle. Est-ce qu'on peut aller avoir vers des capteurs qui sont beaucoup plus sobres et frugaux pour répondre à ces enjeux de stratégie d'observation, également pour les sciences participatives, hein, pour avoir un système d'observation qui est beaucoup plus versatile. Et bien sûr, cela pose des questions à la fois éthiques et légales. Voilà. Finalement, on va vers des capacités de mesure qui sont très élaborées et assez rapidement, on peut aller vers la confrontation, vers l'identification de mauvais fonctionnements. Donc là, le capteur reste un outil. Il y a toute l'infrastructure, un groupe de confiance à créer autour des capteurs et de la donnée avec les citoyens, avec les chercheurs, qui est important à prendre en compte. Alors, en termes de moyens pour contrer ces verrous, alors il y a tout sur l'aspect biologuing, on a imaginé tout ce qui est standardisation des loggers à travers des données, des protocoles, une harmonisation technologique et scientifique. Ça passe aussi par des réseaux métiers, notamment qui existent déjà et qu'il faudrait renforcer et appuyer, notamment faune sauvage de l'INE ou alors création d'une branche nationale de la Société internationale du biologuing. Donc voilà, il y a des ponts à faire, mais pour l'instant qui n'existent peut-être pas suffisamment. Et surtout, voilà, une communication accentuée sur les pratiques et les chartes éthiques du biologuing de façon à éviter le vent debout de la société vis-à-vis de cette instrumentation. Sur la télédétection, des enjeux liés à la structuration. Donc en fait, il y a un réseau métier qui vient de se créer, qui s'appelle Drone NCAP, et qui a tout son sens, donc qui est soutenu par la MITI et qui regroupe justement des personnes de l'INSU, de l'INS2I, des INSHS et de l'INE. Et on voit bien qu'en fait, ce réseau métier, pour ce partage d'expérience, sort des instituts, quelque part. Et donc, du coup, il y a vraiment un enjeu à ce niveau-là de faire en sorte que, à travers ces réseaux d'ingénieurs et de chercheurs, on puisse aller vers plus de retour d'expérience et en fonction des thématiques abordées. Et au niveau de l'interdisciplinarité, donc c'est inciter des développements ciblés de capteurs, voire de vecteurs, sur des thématiques qui ont du sens pour l'environnement et l'écologie, notamment en favorisant peut-être à travers des appels spécifiques vers l'INS2I ou l'IN2P3, justement ces protocoles, enfin ce développement de cahier des charges pour des capteurs adaptés. Pour la question d'instrumentation, d'une manière générale, sur ces outils qui sont très technologiques, en fait, on a différents acteurs et puis les questions environnementales qui deviennent importantes y compris pour ce qu'on appelle des technologues. Et donc, il y a une opportunité, en fait, de vraiment créer des ponts avec eux et qu'on avance ensemble vers des solutions d'observation évoluées. Donc, ça pose la question de la fédération des communautés. Donc, comment est-ce qu'on travaille ensemble et quelle structuration? Les observatoires sont quand même un outil qui est extrêmement intéressant pour avoir un lieu concret sur lequel on travaille ensemble. Encore, donc on fait de l'interdisciplinarité sur des objets qui sont bien définis, les observatoires, et ça peut être aussi les données. Donc comment est-ce qu'on travaille ensemble pour faire parler les données? En fait, on peut faire parler par des modèles, on peut faire parler par l'identification de processus, l'implication de l'associé. Il y a différentes manières, en fait. Et c'est effectivement des démarches qui sont à encourager. Et puis, il y a la question de l'interopérabilité des systèmes. Alors, je ne sais pas, on avait fait un sondage, ça a été évoqué sur les modèles. Nous, on avait fait un sondage 100 personnes, 100 modèles différents. En capteur, c'est encore pire. Il y a une hétérogénéité qui est extrêmement large et ça pose problème sur la maintenabilité d'un système. Et finalement, on a besoin peut-être de discuter un peu plus à une échelle nationale des outils qui sont nécessaires, qui sont importants et qu'on pourrait pérenniser sur du long terme. En tout cas, d'avoir une démarche qui va dans ce sens et de questionner la maintenabilité. Faudrait conclure. On va conclure. Ok. Alors les messages clés justement, l'observation à distance. Donc on a abordé les trois modalités de captation de façon différente, mais en fait on se rend compte que
elles peuvent être extrêmement complémentaires, de façon à permettre justement cette vision un peu holistique et systémique du fonctionnement d'un écosystème. C'est-à-dire qu'on ne va pas se focaliser sur un type de données, mais c'est bien la complémentarité de celle-ci qui est à favoriser et à inciter. Il va être important aussi, à travers cette multitude de paramètres et de données, de voir quelles sont les variables essentielles importantes pour... alors, on a les EBV pour la biodiversité, mais on peut imaginer ça appliqué à plein de domaines. Et on a commencé à le faire, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup du changement d'échelle. C'est un vieux de loup de mer, je pense, au CNRS. Mais maintenant, on commence à faire le lien entre des pixels, drones ou de la mesure in situ avec des données satellitaires. Alors qu'avant, on n'arrivait pas à boucher ce gap qu'il y avait entre les deux, et qui nous permettrait de répondre à tous les enjeux phénomènes de crise ou tous les enjeux d'études, par exemple, des îlots de chaleur urbains et des enjeux sociétaux qu'il y a derrière, à travers cette multimodalité de captation. Donc c'est fondamentalement interdisciplinaire, je pense que ce n'est pas une nouvelle, mais les bons, à travers les discussions, les bons échelons de développement de cette observation à distance, c'est effectivement les dispositifs d'observation qui ont déjà été mentionnés, dans une approche interinstitutionnelle. Donc ça nécessite aussi une politique de site qui soit extrêmement forte, et là, les actions qui sont faites à l'échelle régionale sont extrêmement pertinentes parce que ça répond à des enjeux locaux de thématiques, de contraintes de sites ou de choses comme ça, mais il faut que ce soit aussi en lien avec une politique qui soit vraiment globale, mais qui ne dépend peut-être pas que d'un seul institut, et qui est vraiment cette vision interinstitutionnelle, et qui s'appuie beaucoup sur les réseaux métiers existants. Et enfin, surtout, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de tels enjeux à l'échelle européenne de structuration des infrastructures de recherche que cet enjeu-là, il est très fort, il est immédiat en fait quant à la normalisation et à l'intermodalité, si je peux dire, de ces différents modes de captation. Et enfin, les chiffres clés, mais ça, je pense que c'est juste pour montrer qu'on était peu nombreux, avec une part, n'empêche, assez importante d'ingénieurs et de jeunes chercheurs, donc c'est aussi l'avenir, quelque part, qui représentent tous les laboratoires français et qui travaillent sur tous les biomes. Donc voilà, on avait une certaine représentativité. Merci, effectivement. Vaste domaine. Donc, quelques questions dans la salle? Oui, vas-y, Sabine. Chat? Oui, vas-y. Ok. Donc, c'est une première question assez ciblée, mais que je vais généraliser la question. Alors, c'est une question d'Erwan Lauré. Existe-t-il une base de données accessible pour les concentrations de nitrate en mer? Donc, plus largement, on peut se poser la question sur la disponibilité des données. Voilà. Là, on va botter en touche et on va référer à l'atelier suivant qui, voilà, justement, explicitement va traiter de l'accès des données. Nous, on est plutôt dans la production des données. Tout à fait. Et la deuxième, c'est sur un commentaire de Marie-Yvan Der, voilà, qui est aussi un commentaire qui sera traité peut-être dans l'atelier suivant. C'est sur les sciences participatives, parce qu'on en a pas mal parlé aussi dans les ateliers précédents. Et là, elle se pose la question, en fait, est-ce que c'est pas finalement un écran de fumée, entre guillemets, marquant le manque de moyens humains et de recherche en France? Et du coup, c'est pour ça qu'on s'appuierait sur les sciences participatives. Je crois que dans la définition des sciences participatives, ça va au-delà de plus de RH pour la science. Mais bon. Allô? Ah oui, est-ce qu'on... Allô? Ah oui, c'est bon, merci. C'est qu'en fait, c'est pour sensibiliser aussi les citoyens. C'était un peu l'idée aussi des sciences participatives, pour faire le pont aussi entre les sciences, mais peut-être quelqu'un peut réagir là-dessus, et sensibiliser aussi les citoyens, les faire participer à l'observation et prendre conscience des problématiques autour de l'environnement et de l'écologie. Je pense que c'était ça aussi, les sciences participatives au départ. Question de relations symétriques, de réflexivité, etc. Donc, bon, le capteur peut être un moyen d'articuler des connaissances, mais ça reste un moyen. Après, c'est toute la conception du dispositif qui est importante. C'est une question plutôt instrumentale. En fait, vous avez évoqué la disponibilité d'un parc instrumental français sur le segment sol et aéroporté. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui d'une cartographie de la disponibilité du matériel sur ces deux segments? C'est en cours. Donc non, mais le réseau de Run & Cap en fait est en train de faire cet inventaire exhaustif de façon à savoir quels équipements existent,
Où sont-ils localisés? Est-ce qu'ils sont structurés en plateforme ou pas? Quels sont les télépilotes associés? De façon à avoir une vision claire de quels sont les moyens que l'on peut mobiliser localement ou nationalement et favoriser les retours d'expérience. Donc c'est en cours. Ouais. Merci. Une question là-bas, oui. Oui, merci. Rémi Beau, IES Paris. Je voulais revenir juste sur les questions que vous avez évoquées rapidement de l'éthique et puis de la communication autour du bashing, enfin du biologuing bashing. En fait, pour clarifier, est-ce que vous estimez qu'en fait, il n'y a pas tellement de problématiques parce que les chartes éthiques existantes, par exemple, encadrent suffisamment bien les choses, ou est-ce qu'il y a quand même des questions pour les effets, par exemple, sur les animaux, mais aussi, on peut penser aux enjeux de surveillance humaine en lien avec ce déploiement de dispositifs. Donc, est-ce que, grosso modo, les chartes éthiques existantes vous semblent tenir la route et suffisantes, ou est-ce qu'il y a encore des questions de recherche à poser de ce point de vue-là? On va un petit peu botter en touche, je pense, parce que l'expert n'est pas là. Je pense qu'on avait un troisième thème qui était quel type de données on peut rêver suite à cet atelier-là. C'est vraiment la perspective à moyen terme. Et justement, il avait évoqué tout ce qui était capteur non intrusif avec une transmission automatique, etc. Alors, je ne sais plus comment est-ce qu'il l'avait appelé. L'animalo-thématique. Enfin, bon, je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais en fait, je ne sais pas si effectivement cette réponse-là veut dire qu'il manque encore de cadrage éthique vis-à-vis de ça. Peut-être que le problème, il vient plus d'un problème de communication auprès des populations qui seraient plutôt un peu réac par rapport à ça. De là à savoir jusqu'où on peut aller dans l'utilisation de ces capteurs, je ne peux pas me prononcer du tout, quoi. Ok, merci. Une dernière question rapide. Oui. Je me fais l'avocat du diable. À l'invitation d'Elon Musk, il y a des martiens qui débarquent sur Terre et ils vous collent des machins comme sur le dos, là, comme on a vu sur les otaries, là, ou les phoques, je ne sais pas ce que c'était. Qu'est-ce que vous dites, quoi? Enfin, je pense qu'il y a aussi une réflexion de fond sur cette volonté d'une partie de la communauté, dans laquelle je peux m'inclure, de vouloir mettre des capteurs partout. Alors, c'est intéressant scientifiquement. Après, pour résoudre les problèmes, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de capteurs partout, enfin, pour être très honnête. C'est tout à fait vrai. C'était les questions du début, en fait. Les enjeux, c'est la définition d'une stratégie d'observation qui soit cohérente avec des enjeux qui sont bien identifiés. Voilà. Et puis après, il y a des humains qui volontairement se mettent des capteurs sur le dos pour faire du biologuing humain. Mais ça, c'est assez courant aussi. On a des montres connectées, hein. Déjà on le fait quelque part des fois. Après, ça peut aussi, ça peut dépendre de l'enjeu qu'il y a. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un véritable enjeu sociétal à répondre à des... Ou est-ce que c'est justement uniquement pour produire que de la connaissance? Je pense que le commentaire de Laurent Memry juste avant sur le paradoxe qu'il y a entre produire de la donnée pour produire de la donnée versus et qui est trop présente versus la donnée qui va être vraiment essentielle à avoir par rapport à une thématique, par rapport à une question scientifique, etc. La limite, elle va dépendre de chaque biome, elle va dépendre de chaque communauté. Donc, c'est pas simple de répondre à cette question de cette façon, quoi. Une dernière rapide. Ouais, c'est un commentaire, donc Laurent Memry, c'est un commentaire très rapide à ce que vient de dire Philippe. Et enfin, j'ai pas tout à fait dit ce que tu as dit, mais c'est pas grave. Je suis d'accord avec toi, Philippe. On n'a pas besoin de mettre des capteurs partout. Il faut mettre ça comment dire, en miroir, avec aussi, et on n'est pas obligé d'utiliser des animaux pour ça, mais sur l'observation exploratoire. Enfin, je veux dire, si on explore si on mesure que des choses que l'on connaît ou qu'on sait qui sont importantes, on va tourner en rond, hein. Donc, il y a aussi quand même l'enjeu de l'exploration. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser les animaux, mais voilà, il y a ça aussi. Merci, absolument, oui. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, donc on va passer à l'atelier suivant, qui est la suite logique, finalement, de la production de données. C'est finalement, qu'est-ce qu'on fait de ces données après leur acquisition? Voilà, donc c'est Émilie Le Rigoleur de Géode et Bruno Mansou de Babies qui vont nous faire cette présentation à deux voix. Oui, merci beaucoup. Et donc, il y a nos collègues Alain
et Arnaud qui sont en distance. Ouais. Donc, les données de la recherche, déjà, il faut savoir qu'elles suivent un cycle de vie. Ce cycle de vie, il passe par différentes phases. La première, c'est la planification, la gestion des données, l'acquisition, on l'a vu dans l'atelier précédent, la collecte, la création. Troisième phase, traitement, analyse de ces données. Pour toute ou partie de ces données, leur permettre un accès, un partage, on a parlé de disponibilité des données, la préservation, bien sûr, et la réutilisation. Et tout cela dans un contexte de science ouverte avec les principes ouvrir les données autant que possible, enfermer l'accès autant que nécessaire. Et les principes FAIR, je pense que c'est des termes que vous connaissez maintenant, pour rendre les données le plus facilement trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. Et avec en toile de fond l'enjeu d'éco-responsabilité, évidemment. Donc, dans le cadre de cet atelier, nous avons mis en place un sondage interactif de 25 questions. Là, vous avez quelques exemples de questions qui ont été posées aux participants avec l'angle de vision du producteur de données. Donc, quelle utilisation du plan de gestion de données, comment ils ont utilisé, est-ce que c'est facile à faire, est-ce qu'ils rencontrent des difficultés justement quand on fait de la planification de gestion de données, on écrit un plan de gestion de données, un DMP. Quels sont les dispositifs et les infrastructures de recherche qu'ils utilisent pour la gestion de leurs données, quelles sont leurs pratiques de férisation donc des données pour rendre ces données FAIR autant que possible, et également quels sont les entrepôts dans lesquels ils vont diffuser ces données FAIR. Par ailleurs, nous avons aussi questionné notre auditoire sur l'utilisation éventuelle de lacs de données, les data lakes, ou les environnements virtuels de recherche que sont les VRE, pour voir si effectivement c'était rentré dans les pratiques ou si ça restait encore des outils exploratoires. Par ailleurs, on peut aussi se poser des questions du point de vue des dispositifs et des infrastructures de données, donc du point de vue des gestionnaires de ces infrastructures, à savoir comment faciliter la planification des données, par exemple en utilisant des plans de gestion de données de structures, comment accompagner et faciliter la férisation des données, comment rendre le plus visible possible ces données à travers tous les enjeux d'interopérabilité, de connexion entre les bases de données, les dispositifs, les infrastructures, et plus globalement, comment optimiser la gestion éco-responsable et la gestion FAIR des données. Donc, on parle des dispositifs, regardons-les de plus près, mais très rapidement. Donc, au niveau de l'INE, donc sont pilotés ou copilotés les dispositifs suivants. Donc, il y a le LabEx Dream avec ses observatoires, ses 13 observatoires au milieu. Il y a le réseau des zones ateliers. Il y a ANAI France. Il y a le réseau national des stations d'écologie expérimentale, le RNC. Et il y a les SIG, les sites d'études en écologie globale. On a mis également la plateforme qui est transversale Indoor, qui est pilotée par l'unité BIBIS, qui est donc l'inventaire des données de la recherche en environnement et société. Plateforme qui propose depuis peu un entrepôt de données qui s'appelle Data Indoor. Et donc, dans le cadre de ces dispositifs, nous avons récemment mis en place, sous la houlette et avec la participation de Dominique Joly, une politique de données de ces dispositifs et infrastructures de l'INE pour qu'on ait des choses communes, des recommandations communes. Donc, c'est un premier pas de cadrage qui est tout à fait à souligner. Bien sûr, on est conscient qu'on ne couvre pas toute la diversité des données qui sont produites au sein de la communauté INE. Et donc, justement, on repositionne tout cela dans ce paysage d'infrastructures, de dispositifs à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Donc, vous voyez ici une liste qui n'est absolument pas exhaustive. C'est tous les dispositifs qui ont été cités par les participants de l'atelier. Donc, bien sûr, cette liste, on pourra la compléter. Ça me semble plus que nécessaire, effectivement, de le faire pour avoir une visibilité sur tous ces outils. Et donc, sans entrer dans les détails, il faut noter notamment aussi les initiatives, les projets structurants, comme OneWater ou Gaia Data. Donc, Gaia Data, c'est un projet Equipex PIA 3,
qui tente à mettre en place une infrastructure de données qui va rassembler les systèmes Climéry, Dataterra et le pôle national de données de biodiversité. Donc tout ça, c'est mouvant. Ce qu'il faut comprendre de cette diapo, c'est que voilà, c'est en pleine évolution et que nous, il faut qu'on arrive à se caler, à se positionner et à être au clair dans ces interrelations. Côté verrous, donc il y a eu de nombreux verrous levés durant les discussions à l'atelier. Donc tout d'abord, le fait que les pratiques de gestion et de diffusion sont nettement à faire évoluer, qu'il y a un besoin d'une montée en compétences justement dans comment fériser ces données notamment, comment prendre en main des plans de gestion de données, etc. On sent qu'il y a besoin de collaboration interinstituts à ce niveau-là. On a été surpris de la méconnaissance des outils, des lacs de données, des VRE. Donc ça, il faut le noter. Également, on note une incompréhension entre les producteurs de données d'un côté et les gestionnaires et les documentalistes d'un autre. Alors pourquoi? Souvent parce qu'il y a un usage de vocabulaire trop technique par les gestionnaires des données. Ça crée des gaps et des incompréhensions. Et on peut noter justement quelques amalgames aussi dans la façon de communiquer sur ce qu'on appelle les principes FAIR. Des données FAIR, ce n'est pas forcément des données obligatoirement 100% ouvertes. Des données FAIR, ce n'est pas forcément des données obligatoirement reproductibles. Donc, il ne faut pas confondre. Déposer des données dans un entrepôt de données, ça ne veut pas dire les rendre 100% FAIR. C'est au moins assurer le F et le A de FAIR. Mais voilà, l'interopérabilité, la réutilisation, c'est vraiment dépendant de l'entrepôt qu'on va utiliser derrière. Et là, vous voyez quelques résultats de l'enquête où on voit Zenodo écrit très gros. Donc, Zenodo, c'est un entrepôt généraliste. Est-ce que c'est la bonne pratique d'aller déposer dans Zenodo? Questionnez-vous. Voilà, je pense que nous, on aura à cœur à vous proposer d'autres alternatives. D'autres verrous, donc côté plan de gestion de données, il est perçu comme étant trop chronophage et trop complexe à compléter. Côté dépôt des données, perçu également comme contraignant, trop technique, trop chronophage. Vous voyez qu'il y a le formatage qui ressort très fortement. Alors ça dépend également de l'entrepôt dans lequel on diffuse les données, mais voilà, on sent qu'il y a des besoins derrière, il y a des choses à lever. Et donc justement, en termes de moyens, côté ressources humaines, oui, bien sûr, il y a besoin de profils de poste, donc c'est l'occasion de le souligner, de le renforcer ici, vers les nouveaux métiers de data stewards et compagnie. Il faut poursuivre, parce qu'il y a déjà eu des actions de formation, mais il faut les poursuivre, des ANF, des écoles thématiques, comme il y en a déjà eu. Alors, interinstitut, ça paraît vraiment plus qu'évident. Dans l'accompagnement, dans la rédaction de plans de gestion de données, dans la férisation des données, créer aussi des groupes qui vont travailler sur les vocabulaires contrôlés, les thésaurus, les ontologies thématiques. Des formations aussi sur l'usage des lacs de données, des VRE, pour voir qu'est-ce qui serait opportun de réaliser. Côté organisation et création de documents de cadrage et communication, donc côté labo, on ne peut que recommander à chaque labo d'identifier ce qu'on appelle un correspondant de données pour participer au réseau Open Door, qui est en lien avec la plateforme Indoor, dont on a parlé précédemment. Donc ça permettra à cette personne de ne pas être isolée et d'échanger, d'être formée aussi dans le cadre de ce réseau. Côté INE, on ne peut que recommander la création de groupes de travail, un qui pourrait étendre la politique des données dont on a parlé tout à l'heure, l'étendre pour qu'elle prenne en considération l'ensemble des données produites dans le cadre de la communauté INE. Créer un autre groupe pour créer, pourquoi pas, une trame de politique de données à l'échelle d'un labo. Donc ça reprendrait des recommandations de l'idée et bien sûr ça laisserait place aux spécificités du laboratoire, notamment s'il est multitutelle. Créer un comité de suivi pour veiller à la bonne articulation entre les chercheurs, les ingénieurs, les correspondants labos Open Door, les dispositifs infrastructures co-gérés par l'INE notamment, et les infrastructures internationales notamment. Et puis bien sûr, la recommandation de communication, des bonnes pratiques, lever les amalgames, et voilà, tout ce qui peut aider à favoriser tout cela.
Enfin, poursuivre le soutien des dispositifs et infrastructures de données, bien sûr, dans leur effort d'accompagnement des producteurs de données. Poursuivre aussi leur effort dans le contrôle qualité des métadonnées qui permettent justement de rendre visibles les données et augmentent la réutilisation. Dans leur effort aussi d'interopérabilité, c'est un mot-clé très important avec les autres systèmes, et dans leur éventuelle démarche de certification si c'est nécessaire de le mettre en place. Côté soutien d'action et groupes de travail, donc on en a déjà parlé, faire des groupes de travail disciplinaires, thématiques, pour créer des vocabulaires contrôlés ou en tout cas se mettre d'accord sur ces vocabulaires, pour mieux structurer les données, qu'elles soient plus facilement croisables plus tard. Travailler sur la qualité des données diffusées et la complétude des métadonnées. Alors, on en a peu discuté en atelier, mais prendre en compte cette dimension énergivore. On sait bien le coût de gestion et de diffusion des données. Donc, voilà, se mettre en rapport avec le réseau Eco-Info, notamment, qui ont beaucoup de bonnes pratiques. Et puis, l'interdisciplinarité, bien sûr, dans l'aspect outils, pour essayer d'accompagner le croisement de données, peut-être à travers des nouveaux outils modernes qui permettent de croiser toutes sortes de données. Voilà, j'en conclus. Je laisse juste cette diapo des messages clés qui reprend un peu tout ce qu'on vient de dire. Merci à vous. Merci, Émilie. Donc, je voudrais juste faire un petit commentaire. C'est qu'Émilie et Bruno ont repris l'animation de l'atelier suite à des contraintes des animateurs pressentis qui devaient le faire. Ils ont fait ça au pied levé quasiment de la veille pour le lendemain. Et ils ont donc créé une animation particulièrement active avec des petits sondages en live et des enquêtes. Donc voilà, je voulais les remercier aussi d'avoir pris cet atelier à main levée et de l'avoir fait fonctionner d'une façon aussi collaborative. Quelques questions? Bonjour, Paul Verdu, Éco-Anthropologie. Merci beaucoup pour tout ça, on apprend plein de trucs. Par rapport à la question du correspondant, en fait, alors moi j'ai une question assez simple, c'est qu'on est en complète contradiction avec le côté chronophage dont vous parlez. C'est-à-dire que nous on essaie de mettre ça en place à l'intérieur du laboratoire et en gros c'est de l'ordre du sacrifice en fait, parce que c'est une charge qui est monumentale dans un paysage qui est complexe, malgré toute l'aide qu'on peut avoir, avec des gens qui a priori sont pas non plus spécialisés, c'est pas l'objet d'études. Donc j'ai une vraie difficulté à comprendre comment est-ce que ça peut marcher et qu'est-ce que vous voyez pour ça. Je commence? Ouais, je démarre. Merci pour cette question qui voilà, appuie sur le point sensible, évidemment. C'est pas facile de trouver un correspondant par labo. Et puis ce correspondant, mais il va falloir qu'il se, qu'il se forme d'une part et qu'il fasse ça en plus de tout ce qu'il a à faire, donc ce qui n'est pas du tout simple. Donc c'est difficile, on fait parce qu'on n'a pas le choix et que c'est la meilleure méthode de faire circuler l'information. Après, l'idée, c'est d'être des relais. En tant que, moi, je suis correspondante de données dans mon labo. Je vais apprendre des choses que je vais relayer et puis petit à petit, chacun va prendre en main les pratiques. C'est l'idée de... Voilà, mais il y a une espèce de glissement et c'est là que ça demande beaucoup de temps, effectivement. Il faut arriver à chevaucher tout ça. Alors, est-ce que la lettre de mission de ces personnes va bouger un petit peu pendant quelques années? Je ne sais pas. Mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas recruter une personne dédiée dans chaque labo. On est bien conscient de ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, ce qu'il faut prendre de positif, c'est l'aspect organisationnel où c'est bien d'avoir des relais. Après, chacun fera comme il peut. Je veux dire, on ne peut pas imposer des choses, quoi. Alors, j'ai une question, commentaire, je ne sais pas trop. C'est intéressant tout ça. Je ne connais pas la base de données Open Doors, mais peut-être que ça dépend de la nature des données. Je pose la question des données des séquences pour lesquelles il y a déjà des systèmes de référencement internationaux qui marchent très bien. Est-ce que c'est pris en compte ou pas? Et faut-il faire des doublons, en quelque sorte? Donc, je pose la question. Merci beaucoup pour cette question. Donc effectivement, selon les communautés, selon les disciplines, il y a des très grandes disparités de pratiques. Et vous êtes un exemple, l'exemple
exemplaires, où effectivement c'est hyper structuré par nature et que vu les coûts, on imagine bien. Et du coup, l'idée, c'est pas du tout de détruire tout ça. Au contraire, non, c'est justement, peut-être dans la politique de données de l'INE, c'est le marquer clairement. Voilà, les données génomiques, elles vont là et c'est OK. Par contre, pour celles où il y a des petits soucis, ça pourrait être ça, les recommandations. Enfin voilà, on va pas chercher, je pense pas, hein, à détruire ce qui fonctionne déjà. Laurent Membry, encore, excusez-moi. Première chose, comme en juin-juillet, là, il va m'arriver une catastrophe, j'ai suivi il y a une formation pour faire des DMP, et elle n'est pas inintéressante, donc, et elle est simple. Donc voilà, c'est une alors j'ai plus les références, mais je pense que ça peut être utile. Autrement, par rapport aux moyens, tout le monde demande des moyens. Donc, comme il n'y a pas de sous, il faut faire des arbitrages. Et moi, il me semble quand même que par rapport à une expertise pour structurer les bases de données et les fériser, quand on voit le coût réel de l'acquisition des données en salaire, en investissement, pour donner quoi? Pour donner 2 ou 3 papiers. Je pense qu'on peut se poser la question, et je pense que le legs, en fait, principal de ces observations, que ce soit au niveau, bon, moi, ce qui me concerne, les campagnes océano, mais ça peut être aussi les observatoires, les choses comme ça. Le legs principal, c'est les données. Et donc, même si c'est quelques postes, alors on ne peut pas le faire par labo, ça je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'avoir quand même une petite armée ou un petit groupe de personnes qui structurent ça au niveau national, c'est pas cher par rapport à tout ce qui est investi et par rapport aux quelques papiers qui vont sortir. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une réflexion par rapport à ça à faire. Un commentaire là-dessus, c'est tout à fait vrai. C'est pour rejoindre sur la question qui a été posée au début sur le correspondant Open Doors. L'idée, c'est vraiment de se dire, l'INE offre à tous les, pour faire simple, on va dire, à tous les laboratoires et qui n'ont pas de... Ça peut mettre leurs données, même tous les chercheurs, d'avoir un entrepôt par défaut et quelqu'un qui saura mettre les données, parce que comme tu le dis, il y a beaucoup de chercheurs qui vont partir à la retraite et leurs données seront plus ou moins perdues ou difficiles à récupérer parce que ce sont des fichiers Excel qui ne sont pas maintenus. L'idée, c'est vraiment d'offrir ça, de pouvoir conserver les données. Et ça, dans le site qui était présenté au début, on voit bien qu'il y a toute une partie qui peut être prise en charge directement sans que c'est un investissement qui paraît énorme, mais d'un autre côté, de toute façon, sinon c'est un peu dommage de se dire, comme tu l'as dit, que toute la recherche, tout le travail de 10 ou 20 ans sera perdu. Je pense que c'est un peu ça aussi, voir Open Doors ou Indoors comme quelque chose qui est par défaut. Si vous n'avez pas déjà un entrepôt bien établi, génomique ou ce genre de choses, c'est un peu l'idée de proposer une solution au niveau de l'INE qui résolve le problème. J'avais une question qui va un peu plus loin dans ce sens-là. Je suis là. On parlait des lettres de mission éventuellement pour recentrer les enjeux, au fait, à l'échelle d'un laboratoire, hein, mais au-delà aussi. Si jamais, finalement, la donnée, c'est un leg plus important que les articles, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que dans l'évaluation des laboratoires, on mette une place plus importante aux données qui sont accessibles ou qui sont faites, de façon à réduire aussi un peu cet enjeu autour des articles, etc., et dans l'intérêt collectif de ces données disponibles, quoi. Est-ce que c'est le moyen, le levier? Parce qu'à partir du moment où on n'a pas le choix, on le fait. C'est un peu pour reprendre les mots que vous avez dit. Est-ce que c'est une question de priorisation des enjeux autour de ça ou pas, quoi? Ou est-ce qu'il y a d'autres idées? Bon, alors bien sûr, je ne sais pas s'il marche celui-là. Ça marche? Ok. Il faut s'approcher. Ok. Ah oui, là, ça marche. Bon, merci Thomas pour cette excellente remarque. Donc oui, bon, bien sûr, dans l'évaluation, j'ai cru comprendre que c'était en train d'évoluer. Non, enfin, je sais pas, je suis pas chercheur moi, donc pas trop. Si quand même, ça va évoluer dans ce sens. On va récompenser effectivement les chercheurs qui férisent leurs données. En tout cas, c'est un peu dans l'air du temps. Maintenant. Je sais pas, je pense qu'il ne faut pas mettre comparativement les données et les publications, il ne faut pas les mettre en compétition, ça n'a rien à voir. Voilà, maintenant, je n'ai pas de solution, si ce n'est, c'est juste, chacun doit avoir sa conscience là-dessus et faire ce leg autant que possible.
parce que c'est évident. Après, voilà, quels sont les moyens? Alors, le bâton pour battre, c'est pas trop ma philosophie, mais bon, si on a que ça, on fera ça. Mais c'est pas la bonne pratique pour moi. Peut-être pour conclure cet atelier, les travaux montrent que plus les données sont fères et plus elles sont réutilisées et plus, du coup, la valeur de la donnée devient importante. Donc, en fait, l'objectif, c'est effectivement de les rendre réutilisables et surtout réutilisables pour aborder des questions qui ne sont pas celles pour lesquelles elles ont été produites et qui peuvent répondre justement à d'autres questions. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il faut tout faire pour justement faire en sorte de publier et de les rendre accessibles. Voilà, merci en tous les cas. Merci. On va passer au dernier atelier donc, de cette session qui concerne le phénotypage à haut débit, donc, qui a été piloté par Violaine Lorenz de l'ISIE, Benjamin Marie de MCAM et puis de Christophe Salon de JAPSIS. Donc, je crois que tu es toute seule, manifestement. Oui, alors... en tous les cas, en présentiel. Voilà. Mes collègues, normalement, sont présents en ligne. Donc, s'il y a des questions plus spécifiques pour eux, on essaiera de les faire parler. Donc, l'atelier qu'on a animé tous les trois concernait, comme vous l'avez dit, le phénotypage au débit. Alors, ça partait un petit peu d'un truc un peu général sur... voilà, il y a eu des grosses avancées technologiques sur le séquençage à haut débit. Et donc, il y a eu un nombre grandissant de génomes de référence et de données génomiques pour un grand nombre d'espèces, y compris des espèces non modèles. Donc, on a maintenant des grands jeux de génomes, des grands jeux de données de séquençage de génome, de transcriptome. Par contre, on a pas du tout la même ampleur de développement sur les phénotypes. Et donc, ça pose des nouvelles questions sur les associations entre les variations génétiques et les variations de traits, par exemple, mais plein d'autres types de questions. Et ça pose la question aussi du développement du phénotypage au débit, qui est quelque chose qui a des implications dans plein de domaines différents, y compris la médecine, l'agronomie, mais aussi pour ce qui nous concerne ici à l'INE, sur les questions d'écologie et d'évolution. Donc, évidemment, au cours de l'atelier, on a discuté d'abord des définitions. Qu'est-ce que ça veut dire phénotypage au débit? Donc, au sein des chercheurs de l'INE, il y a l'idée de quantifier un grand nombre de traits. Donc, après, on a discuté sur les définitions des traits, j'y reviendrai après. Et puis, sur éventuellement un grand nombre d'individus et ou un grand nombre d'espèces. Alors, il y a des exemples de phénotypage au débit qui sont bien développés sur des plateformes spécialisées, donc en France et à l'étranger. Alors, c'est notamment le cas sur des espèces de plantes, alors modèles ou avec un intérêt agronomique, par exemple, avec le phénotypage de différents types de traits. Donc là, je vous ai mis un certain nombre d'exemples. Alors, je n'ai pas de pointeur, mais donc notamment sur, par exemple, la croissance des feuilles ou la croissance des racines. Et puis, un nombre aussi important de types de traits qui sont mesurés, soit des traits avec des méthodes non invasives, type photographie, ou des méthodes plus invasives, par exemple des sections, comme on peut voir ici. Donc ça va être le cas donc, sur des plateformes spécialisées et pour un certain nombre d'espèces relativement limitées. Alors, quand on a discuté, ça a été un petit moment au cours de l'atelier, mais alors, est-ce que moi, finalement, je fais du haut débit ou pas? Donc, en fait, il y a pas mal de gens qui ont identifié qu'ils étudiaient parfois un grand nombre de traits ou alors des traits très multivariés, mais pas forcément sur un très grand nombre d'espèces ou un très grand nombre d'individus. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un « et ou », parce que les gens qui étaient présents lors de l'atelier, ils n'avaient pas forcément les deux critères en tête et ou en même temps. Donc comme co-animateur de l'atelier, il y avait aussi Benjamin Marie, qui est quelqu'un qui est responsable de la plateforme de spectrométrie de masse et de RMN au Muséum d'histoire naturelle ici à Paris. Et donc lui, évidemment, il a une approche où il quantifie un grand nombre de traits liés
Alors là aussi, il y a aussi eu des progrès dans les appareillages qui permettent d'avoir des profils chimiques, par exemple, sur un nombre d'individus ou un nombre d'échantillons assez important et assez rapidement. Et surtout, on étudie en même temps un grand nombre de molécules. Donc c'est surtout qu'on a un très grand nombre de traits en même temps. Donc on a discuté par exemple d'exemples ici sur des analyses RMN sur des foies de poissons qui sont exposés à différents types de bactéries, et puis des conséquences sur la composition en métabolites au sein des espèces, au sein des réplicas, etc. Alors le point commun à ce genre d'études, c'est qu'on va avoir des traitements de données multivariés, et selon le type de trait auquel on va s'intéresser, qui vont être de différentes natures. Alors il y a à la fois des spécificités dans le type de trait qui vont être utilisés, et puis des points communs qui sont, voilà, on va avoir des données multidimensionnelles, on va se poser des questions de visualisation, d'analyse statistique, de recherche de corrélation. Donc ça a été beaucoup discuté lors de l'atelier. Le fait est-ce qu'on peut utiliser des approches statistiques appliquées à un certain domaine, par exemple comme la métabolomique, à d'autres types de traits, morphologie ou autres, et à quel point on peut faire des transferts dans les techniques d'analyse utilisées. Alors, une des caractéristiques des gens qui travaillent à l'INE, c'est que, en fait, d'ailleurs à l'atelier, c'était assez sympa parce qu'on avait vraiment un très très grand nombre d'organismes différents qui étaient étudiés. Donc je vous ai mis quelques exemples, mais franchement ça ne représente pas du tout la diversité des organismes sur lesquels les gens travaillaient, donc dans les gens qui étaient venus à l'atelier. Il y avait des gens qui s'occupaient d'espèces actuelles, d'autres d'espèces fossiles, et dans différents types de biomes ou de milieux. Donc ça pose des questions, parce que est-ce qu'on peut imaginer développer des élevages ou des techniques de culture adaptées et ou adaptables à différentes espèces? On sait qu'il y a différentes plateformes, y compris à l'INE, où on peut faire des études sur un grand nombre d'individus dans différentes conditions expérimentales ou des conditions environnementales. Mais dans quelle mesure on peut l'appliquer à tout type d'organisme et tout type d'espèces, ça reste une question ouverte. Et puis, comme j'en ai déjà un petit peu évoqué, donc quand on a un peu sondé les traits auxquels les gens s'intéressent, la gamme, elle est hyper large. Donc ça allait donc des traits moléculaires dont j'ai un petit peu parlé, donc des approches de métabolomique, d'études des phéromones par exemple, des traits morphologiques. Il y avait pas mal de morphométriciens aussi dans la salle, tout un tas de traits qui sont liés plutôt au comportement, et puis une dernière partie sur ce que j'appelle les traits d'histoire de vie, donc typiquement durée de vie, temps de développement. Et lors de la discussion, on a mis en évidence un certain nombre de questions et de difficultés sur l'ontologie des traits, comment avoir des définitions de différents traits qui soient comparables entre espèces, comment on peut mettre en place des procédures de quantification standardisées. Il y avait un exemple hyper simple, c'est quelle est la taille d'une plante? Je la mesure d'où à où? Est-ce que je la mesure du bout de la racine à la pointe de mon sapin, par exemple? En fait, ça paraît très simple comme question, mais en fait, c'est compliqué quand on veut comparer des espèces qui sont très très différentes. Et puis la question aussi de dans quel environnement je vais mesurer mon trait, donc avec toutes les questions de plasticité aussi sous-jacentes. Donc ce qui a été discuté aussi, c'est qu'il y a pas mal de nouvelles techniques qui sont développées sur à la fois l'acquisition et puis l'analyse de grands jeux de données multivariés, avec l'avènement des méthodes d'intelligence artificielle qui sont appliquées à en fait plein de types de questions liées au phénotypage à haut débit. Donc il y avait un exemple sur les données métabolomiques, et puis comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour reconnaître des types de spectres ou faire des clusters par exemple de types de spectres. Il y a un exemple que j'aime bien aussi, donc de méthodes d'intelligence artificielle pour reconnaître des oiseaux qui viennent visiter des nichoirs automatiquement. Donc là, c'est plutôt dans l'acquisition. Et donc ça a été évoqué à plusieurs reprises par différentes personnes de l'atelier. Donc avec encore cette question de la possibilité ou non de transfert des outils à différents types de données. Et puis la dernière chose dont on a parlé, c'est que
on aimerait aller, pour beaucoup de gens, vers le développement d'outils de phénotypage intégratif, c'est-à-dire que on va quantifier un grand nombre de traits, mais de nature très très différente sur les mêmes individus. Donc moi, je vous ai mis un exemple issu plutôt de mes recherches à moi sur comment on peut lier la variation, étudier conjointement la variation morphologique, la variation de comportement et puis l'impact sur la valeur sélective associée aux différents individus. Et ça peut demander en fait d'intégrer des compétences de nature très très différentes. Alors les différents verrous qui ont été identifiés, donc bon, ça aussi, ça a été beaucoup dit aujourd'hui, mais en fait, il y a pas mal d'études, notamment sur les traits d'histoire de vie, qui vont nécessiter le suivi d'individus et de populations sur le long terme, en conditions plus ou moins contrôlées. Et ça va requérir des infrastructures spécialisées. Donc, je vous ai donné l'exemple de la station expérimentale de Moulis, par exemple. Ensuite, il y a ces questions d'automatisation dans l'acquisition et l'analyse des données. Donc là, je vous ai donné un exemple, pareil, que je connais un petit peu plus sur des logiciels qui permettent de faire du tracking automatique, par exemple, de papillons en vol ou d'animaux qui se déplacent. Pareil, basé sur du deep learning. On va conclure, Violaine. Ok, je vais accélérer un petit peu. Donc, il y avait aussi donc un autre verrou sur les outils statistiques, donc, et à quel point on peut les transférer entre domaines. Et puis enfin, et là aussi, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, sur les échanges entre disciplines. Donc, je passe ça. Et donc, sur les moyens, voilà, donc, ce qu'on a mis en évidence lors de l'atelier, c'est le besoin de financement pérenne, le partage d'expérience sur les techniques d'acquisition et d'analyse. Ça, on a pensé que ça vaudrait peut-être la peine de réfléchir à la mise en place d'un GDR sur ces sujets. Et puis éventuellement de programmes interdisciplinaires sur le phénotypage intégratif, notamment à travers l'AMITI. Voilà. Merci. Merci. Quelques questions? Bonjour, je suis Sophie Caillon du CEF à Montpellier. J'avais une question. Est-ce que vous avez discuté de l'intérêt de mesurer l'évolution de ces traits, mais justement pas en conditions contrôlées, mais in situ, dans des paysages qui sont anthropisés ou peu anthropisés? Est-ce que c'est possible et est-ce qu'il y aurait d'autres enjeux à soulever? Alors, on n'en a pas énormément discuté. Il y a eu quelques exemples justement sur le continuum entre quelque chose d'extrêmement contrôlé au laboratoire, vraiment d'évolution expérimentale, et puis des mesures faites plutôt dans les populations naturelles et sur justement les méthodes d'acquisition là, on était plutôt sur la question on est plutôt limité sur le nombre d'individus, pas forcément sur le nombre de traits. Donc, ça a été un petit peu discuté. Ces aspects-là, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais oui, il y avait un peu différents types de standardisation selon le niveau de contrôle de l'environnement qu'on va considérer quand on va faire nos mesures, quoi. Merci. Une autre question? Sur le chat? J'ai une question hyper spécifique, donc on D'accord, répond ok. directement. D'accord, très bien. Bon, merci en tous les cas. Et donc, merci pour la présentation de cet atelier. Et donc, je crois qu'il y a une pause maintenant, c'est ça? Un quart d'heure?